Et d'ailleurs, le feuilleton sans fin, c'est le thème de notre débat. J'accueille Pascal Perrineau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, chargé d'ailleurs par le parti Les Républicains d'analyser cette consultation inédite. Frédéric Dabi, bonsoir, bienvenue à vous, directeur général opinion de l'IFOP. C'est votre institut qui a mené cette enquête, vous nous l'expliquerez. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la publication du site Atlantico et j'accueille également Laetitia Krupa, éditorialiste de Sens Public, tous les mardis et jeudis. Bienvenue. Heureux de vous retrouver, Laetitia. Vous avez entendu la fin du reportage de Fabien Recker, un conclave. Ça nous a fait sourire, c'est peut-être la solution, mais ce serait pas bon signe pour Xavier Bertrand. Vous connaissez le dicton sur les conclaves, hein, qui entre pape au conclave en sort cardinal. Pascal Perrineau, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est un peu lui le favori, le pape habilé ? Écoutez, quand on regarde cette enquête qui a été faite et réalisée par l'IFOP auprès de 15 000 personnes représentant l'électorat de la droite et du centre, on s'aperçoit qu'au fond, il y a 3 candidats qui existent vraiment. Michel Barnier, sur un mode un peu plus mineur que Valérie Pécresse et que Xavier Bertrand. Mais quand il s'agit, pour les électeurs, de celui ou de celle qui serait capable d'inviter la droite au second tour et de battre ou bien Emmanuel Macron ou bien Marine Le Pen, là, de manière claire, c'est Xavier Bertrand qui domine le jeu. Mais on voit bien dans ses hésitations, si vous voulez, que voilà... que c'est difficile de choisir un candidat à la présidentielle quand il n'y a plus de candidat naturel, quand il n'y a plus d'homme ou de femme avec un charisme qui s'impose. En plus, dans l'histoire de la droite, c'était ça la meilleure solution. C'était très important et c'était la meilleure solution certainement, mais n'est pas De Gaulle qui veut, ou même Sarkozy qui veut, même si c'était un charisme et un leadership plus faible, bien sûr, que celui du général De Gaulle. Et donc, on voit des hommes et des femmes qui hésitent, le conclave, on a entendu parler du conclave, l'autoproclamation, ça se pratique beaucoup, par les temps qui courent, je suis le meilleur, donc je vous le dis, puis je tente de nouer un dialogue direct avec la population, une primaire fermée, au fond, les adhérents qui décident, ce qui est le cas d'ailleurs dans plusieurs États américains, hein. Dans une dizaine d'États américains, c'est pas la primaire ouverte, ce sont les primaires fermées, et puis des primaires plus ou moins ouvertes d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des primaires très ouvertes, on ratisse très large, puis des primaires semi-ouvertes, où en effet on détermine une liste d'électeurs qui acceptent de s'engager formellement dans le choix des candidats. Et c'est pour ça que je disais la bouteille à l'encre, on n'a pas fini, voilà. Et c'est quand même un processus long, ça fait partie des thèmes dont on va parler, je vous redonnerai évidemment la parole tout à l'heure, Pascal Perrineau, on a 40 minutes dans chacun de nos débats, c'est un luxe dont on profite ici sur Public Sénat. Frédéric Dabi, je voudrais quand même que vous nous disiez un mot de cette enquête, c'est assez inédit quand même, donc Pascal Perrineau l'a dit, 15 000 personnes se disant de droite ou ayant voté à droite, un échantillon choisi sur un échantillon général. Oui, on part d'abord d'un vaste, hein. on part, puisqu'il n'y a pas de données, je dirais, en fait, statistiques, sociodémographiques sur le peuple de droite, on est parti d'un échantillon classique d'un sondage, sauf qu'il n'était pas fait auprès de 1000 personnes comme dans les enquêtes classiques, mais auprès de 30 000 personnes. Une mini-France qui a été constituée, et à partir de là, on a extrait le peuple de droite. Et le terme de peuple de droite compte, parce que ce ne sont pas que des sympathisants de droite. Il y avait aussi des personnes qui allaient voter à droite à la présidentielle, aux européennes, il y en a eu quelques-uns quand même, aux élections régionales, il y en a eu beaucoup, et puis, parce que ça ne suffisait pas dans un contexte d'abstention si forte, on a pris également sur les questions classiques de l'IFOP, de positionnement sur un axe gauche-droite, des personnes qui étaient au centre-droit, c'est-à-dire que maintenant ils seraient peut-être tentés par un vote Macron, des personnes à droite, et des personnes très à droite, peut-être tentées par un vote Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Donc c'est vraiment le peuple de droite, et il est peut-être plus ouvert en termes de sociologie que l'électorat de la primaire de 2016, qui était plus composé de sympathisants, même s'il y avait quelques personnes de gauche, et d'un électorat plus typé sociodémographiquement. Et c'est vrai, comme l'a dit Pascal Perrineau, à partir de cette enquête, on voit un avantage assez net en faveur de Xavier Bertrand, notamment sur la dimension stratégique. C'est le seul qui peut battre Marine Le Pen, c'est le seul qui peut battre Emmanuel Macron, c'est le seul qui apparaît en position d'être au second tour. Là, pendant que vous nous parlez, on voit, pardon de vous interrompre, on voit le sondage qui est sur la perception, l'opinion. Avez-vous une opinion favorable ? Ces chiffres-là, c'est très équilibré. C'est très équilibré. On a vraiment deux personnalités qui font le trou, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Notons que les chiffres ne sont pas énormes. 53, 52%, ça monte, je crois, 78% chez les sympathisants LR. N'oublions pas aussi quelque chose de très simple. On a posé, je dirais, l'indicateur de base. On les connaît, on ne les
connaît pas. Une personne de droite sur 5 déclare ne pas connaître vraiment Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. On est loin des 99% de Nicolas Sarkozy, de François Fillon ou d'Alain Juppé. Alors, on dit, en étant sévère, que c'est une primaire de second couteau. Je trouve que ce terme était plutôt inapproprié, mais quand même, ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnes, malgré leur ancienneté dans le champ politique, qui vont devoir faire un travail de rencontre avec les Français pendant la campagne, s'ils vont au bout. Et donc, je vous laisse terminer la démonstration, parce que je voulais vraiment qu'on cadre avec l'infographie qu'on regardait, mais effectivement, quand on se projette sur un second tour, là, il y a un bonus Xavier Bertrand. Alors c'est le reflet des enquêtes d'opinion où beaucoup de personnes de droite ont vu que c'est le seul qui bat et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est aussi le fait de l'histoire de la droite. Ça fait quand même 2 élections présidentielles perdues de suite. Clairement, il y a un sentiment d'urgence et de fébrilité chez beaucoup de sympathisants de droite qui ne sont pas tentés par un vote Macron, par un vote Le Pen. Comment gagner dans un contexte pareil où la procédure n'est pas complètement connue? Donc cette fébrilité se voit. Pour l'instant, on a envie de choisir celui dont on est le plus sûr qu'il pourrait gagner, ce qui n'est pas encore fait. Oui. Jean-Sébastien Ferjou, comment vous... Peut-être sur Xavier Bertrand, ensuite on ira peut-être évidemment sur Michel Barnier, on parlera d'Amélie Pécresse, mais sur Xavier Bertrand, comment vous l'analysez, ce sondage, cette enquête? On peut parler d'enquête. Comme ce qui vient d'être exposé, c'est-à-dire si on raisonne aujourd'hui, Xavier Bertrand est un petit peu avantagé. Maintenant, il n'a pas plié le match, il n'a pas réellement construit de dynamique malgré tout. C'est le premier à s'être déclaré avant même les régionales au printemps dernier. Il n'a pas véritablement imposé sa marque et en politique, tout est fait de dynamique. Et puis, il est en quelque sorte dans une posture qui devient de plus en plus difficile à déchiffrer. C'est-à-dire une primaire, il veut pas, mais se soumettre au vote d'un congrès, il veut bien. Il ne veut à aucun prix d'un départage ouvert, mais il veut bien éventuellement venir voir les parlementaires LR pour leur dire « Vous êtes ma famille et quoi qu'il en soit, je ne ferai rien contre cette famille-là ». Et donc, on ne sait plus bien si c'est dans une démonstration de force ou dans une démonstration de faiblesse. Oui. Il veut la procédure qui lui assure d'être désigné, quoi, grosso modo. Oui, mais en creux, c'est quand même un aveu de faiblesse. C'est quand même de reconnaître. C'est une chose que de s'auto-proclamer, comme le disait Pascal Perrineau. C'en est une autre que de constater qu'on y parvient ou non. Et certes, les Républicains sont un parti qui est très dévitalisé, parce qu'il manque pas juste de chefs. Il manque de chefs parce qu'ils n'ont plus véritablement d'ADN idéologique non plus. Ils savent pas bien qui ils sont sur l'Europe, sur l'économie, sur le capitalisme, y compris d'ailleurs sur des sujets comme l'immigration. Donc il est difficile pour quelqu'un d'émerger face à un parti qui est aussi perdu. En revanche, ils tiennent quand même un certain nombre de points cruciaux, comme une commission d'investiture, parce que lancer une candidature... Alors, soit vous avez une personnalité ensorcelante, comme Éric Zemmour, Emmanuel Macron peut-être, ou Sandrine Rousseau, j'en sais, dans un autre registre. Vous trouvez des gens... Un autre registre. Oui, non, mais vous trouvez des gens qui peuvent être prêts à se faire tuer pour vous, peut-être plus facilement, parce que votre charisme les attire. Si vous êtes un peu moins ça, comme peut-être Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier le sont, vous avez besoin de pouvoir promettre quelque chose. Donc, un poste de ministre, mais si votre victoire, elle paraît lointaine, et à tout prendre, même du point de vue de quelqu'un de droite, moins évidente qu'une victoire d'Emmanuel Macron, vous hésitez. Le lot de consolation, c'est un poste de parlementaire. Quand vous n'avez pas la commission d'investiture, et ni l'un ni l'autre n'ont la commission d'investiture, c'est difficile. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une petite surprise dans ce sondage-là. Michel Barnier, on l'a très peu vu. Il me semble que l'enquête a été faite fin août et les grosses sorties médiatiques de Michel Barnier... Elle s'est quand même étalée sur 15 jours. 30, mais comme vous le disiez, on est quand même dans une phase où les Français sont assez loin de la politique. Je pense qu'il y a une petite surprise Barnier et que dans un environnement de confusion idéologique, le critère de la stature est peut-être celui qui à l'arrivée compte le plus, parce que ce que vous demandez, si vous dites de toute façon ils savent pas trop ce qu'ils pensent, ou je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils pensent, je veux celui qui a un radar qui voit derrière le haut de la colline. Donc le critère de la stature, il est loin d'être à négliger, rien n'est joué, mais je pense quand même qu'il y a une petite dynamique Michel Barnier. Alors Laetitia Krupa, ce sondage, comment vous le percevez, vous demandez un peu à quoi il sert? Oui, je me suis demandé à quoi ça servait, parce que j'imagine, je ne vais pas vous demander... Toutes les questions sont... Alors je ne vais pas vous demander, Frédéric, combien ça a coûté, mais il me semble que c'est très onéreux, ce type de sondage. Voilà, sur 15 000 personnes, sur 15 jours, j'imagine le coût. Alors, si c'est pour soulager un peu les mots MAUX de Christian Jacob, qui finalement ne veut pas de cette primaire, ça le rassure un petit peu, puisque apparemment les sondés sont plutôt favorables à un congrès où on pourrait inclure Xavier Bertrand. Très bien, mais enfin, il me semble que pour le résultat, c'est-à-dire que là, on vient de faire un tour de table, le résultat, c'est une tête d'avance pour Xavier Bertrand, résultat qu'on a par ailleurs dans toutes les autres enquêtes.
toutes les semaines. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même des personnalités qui sont sondées, et quand je dis toutes les semaines, je pense que c'est même plus d'une fois par semaine, vous voyez. Donc, finalement, très honnêtement, je ne comprends pas, à part soulager un peu les questionnements de Christian Jacob, rassurer les troupes, se dire, on a potentiellement un gagnant, Xavier Bertrand, et encore Thomas, imaginons que le Congrès ne le choisisse pas. Imaginons que ce soit Valérie Pécresse. Mais il va quand même y aller, Xavier Bertrand. Donc on repart au point zéro du problème à droite. Donc on voit bien qu'effectivement, Emmanuel Macron, il me semble, a complètement siphonné... C'est quand même une bonne photographie de l'électorat de droite à l'instant T. Ça c'est intéressant. Oui, non, mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais à l'instant T, nous sommes au mois de septembre. Donc avec quelle efficacité, encore une fois, parce que c'est ma question de départ. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a le même résultat que partout ailleurs, je ne vois pas à quoi ça sert. Si on n'a pas testé cette hypothèse de une Valérie Pécresse désignée ou un Michel Barnier désigné, et peut-être oui ou non, est-ce que Xavier Bertrand y va? Il me semble que oui. Et juste pour un peu nuancer, je vous rappelle quand même les sondages, vous allez me détester, Frédéric, mais désolé, pour les élections régionales. D'accord ? Rappelez-vous, on nous annonçait un raz de marée pour le RN. On nous annonçait la veille du premier tour 5 à 6 régions pour le rassemblement. Pour le Rassemblement national, ça faisait la une du Parisien. Et on nous annonçait un Thierry Mariani grand vainqueur. Il y a eu 0 région pour le RN et un taux d'abstention record. Non, je dis juste qu'il faut nuancer ce genre de... Alors, on a bien compris. Justement, ça manque un peu de nuance, votre papier, ma chère Laetitia. Non, ce n'est pas une enquête comme une autre. Déjà, vous dites... justement, il y a des sondages toutes les semaines. Ce sont des sondages faits auprès de 1000 personnes et ce sont des intentions de vote. Là, avec Pascal Perrineau, on a refusé de faire des intentions de vote ou du potentiel électoral. Ce n'était pas le rôle et le statut d'un sondage de dire il faut désigner X, Y ou Z. Et on a plutôt travaillé qualitativement sur des traits d'image, sur des territoires d'image qui font partie de la panoplie présidentielle. Quand même, 15 000 personnes, ça fait un échantillon absolument énorme. Ça réduit la marge d'erreur à quasiment 0. Ça permet de travailler, pour parler un peu jargon, sur les tris, sur les résultats croisés. On pourrait rester 6 à 9 mois sur tout le book qui fait 300 ou 400 pages. Et puis, il n'y avait pas que ces questions sur les traits d'image. Il y avait un retour sur la primaire de 2016. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. On a un regard qui est très ambivalent et distancié des sympathisants de droite. Et puis, il y avait également les enjeux. Quels enjeux? Et là, autant il y a des choses qui sont très, très volatiles, qui peuvent bouger en quelques semaines. Autant ce qu'ont dans le cœur et les reins le peuple de droite sur les enjeux qui vont compter pour l'élection présidentielle, c'est une aide à la décision qui peut être intéressante pour les Républicains et pour le grand public, puisque cette enquête a été finalement publicisée. Oui. Donc ce sera un outil. C'est là que vous intervenez, Pascal Perrineau. C'est un outil, en effet. Il ne s'agit pas, bien sûr, qu'un sondage décide. Il n'a aucune légitimité. Ça aurait arrangé Christian Jacob. Même sur 15 000. Oui, ça l'aurait arrangé. Reste à savoir s'il a vraiment envie que ce soit Xavier Bertrand son candidat. Oui, on ne sait pas. Donc, oui, ça ne l'est pas. Oui. Bon, donc, il s'agit d'un outil d'aide à la décision. Mais surtout, si vous voulez, il faut bien partir de l'idée qu'aujourd'hui, les partis, ça ne représente pas grand-chose. Voilà, il n'y a plus de corps intermédiaires en France qui ont une véritable légitimité. Et donc, une enquête, surtout une enquête de ce type, ça permet de connaître à qui on a affaire. Est-ce que vous savez aujourd'hui, par exemple, moi j'aimerais bien le savoir, qui sont les électeurs des gauches en France? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils attendent comme leader? Dans quel leader ils se retrouvent? C'est le noir absolu. Même chose pour les électeurs, par exemple écologistes. On ne le sait pas. Ceux qui se sont mobilisés, les 122 000, ce sont des sympathisants. C'est pas le peuple écologiste. Le peuple écologiste, c'était 3,5 millions aux européennes d'électeurs. Donc là, ils ont un instrument. J'aimerais aussi beaucoup, par exemple, sur les électeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement national, saisir la diversité des électorats du RN. Bon, là, au moins, pour la droite et le centre, on a passé au scanner. On sait ce qu'ils ont en tête. Leurs valeurs, ce qui pourrait les mobiliser. On sait comment ils se positionnent par rapport à leurs leaders, qui ne sont pas des leaders naturels, mais qui sont des leaders qui ont tout de même un certain poids, mais la notoriété reste en effet. Par exemple, pour Valérie Pécresse, on voit bien, elle est très connue en Île-de-France, en région, mais elle n'est pas sortie avec la Covid depuis 2 ans de sa région. Et donc, elle a un déficit certainement en région. Ça sera la même chose à gauche d'ailleurs, certainement, pour Anne Hidalgo.
Hidalgo. Ce sont des personnalités encore très, très, très parisiennes. Jean-Sébastien, vous voulez. Et puis on a, sur les modes de sélection, on a une idée. C'est vrai sur congrès ou primaire. Oui, congrès ou primaire, mais vous avez tout de même 50%, un électeur sur deux qui dit pourquoi pas une primaire. D'ailleurs, il y a des gens... 47%, c'est ça 47 et 50. 50 la primaire intégrale, 47 l'autre primaire. C'est minoritaire dans et c'est 60% pour le congrès. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ensuite, quand vous leur demandez de juger la primaire, ils trouvent de multiples qualités à la primaire. Donc la primaire ne doit pas être, pour celles et ceux qui vont décider, complètement rejeté. Parce que, imaginez, ils sont 82 000 revendiqués, les adhérents de LR. Si c'est eux qui décident, eh bien, ils seront moins nombreux que ceux qui auraient décidé de choisir le ou la candidate écologiste. En termes, si vous voulez, d'affichage et de communication, je ne trouve pas ça. Ils sont 82 000 adhérents. Donc, il faudra une primaire ouverte. Jean-Sébastien Ferjou. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que pour le coup, l'enquête en question, elle est très intéressante et je crois et je respecte tout à fait le sérieux du travail à la fois de Frédéric Dabi et de Pascal Perrineau. Mais un outil, ça n'est jamais que ce qu'on en fait. Avec une pelle, je peux vous taper sur la tête, creuser votre tombe ou faire les fondations. Cette idée-là en regardant. Faire les fondations. Oui, mais j'allais pas le dire pour Laetitia. Ou faire les fondations, que je ne le souhaite pas d'ailleurs non plus, mais ou faire les fondations d'une maison. Donc la question, ça n'est pas en soi la crédibilité de l'outil, c'est qu'en fait la direction du parti, parce que le véritable art politique, c'est de savoir voir plus loin, c'est la dynamique, c'est de dire aujourd'hui les gens pensent ça, mais j'anticipe que demain ils penseront autre chose. C'est d'être capable de dire, je sais pas, en septembre-octobre 2016, aujourd'hui les sondages nous disent que les électeurs veulent Alain Juppé, mais j'anticipe que in fine, quand il y aura une cristallisation, ça ne sera plus Alain Juppé que les électeurs voudront, parce que tout est dans la cristallisation et on sait parfaitement que ces dernières années, plus ça va et plus les gens se décident dans les tout derniers jours, d'où les surprises d'ailleurs parfois, parce que les sondages, c'est pas qu'ils mesurent mal les choses, c'est qu'ils ne peuvent pas faire dire aux gens ce que les gens eux-mêmes n'ont pas encore tranché dans leur tête. Je pense que là, la faiblesse du parti, c'est s'ils le prenaient, je dis pas, enfin on ne sait pas, on va bien voir ce qui est décidé là cette semaine, c'est s'ils le prenaient comme l'alpha et l'oméga de ce qui se passera dans 4 mois ou dans 5 mois. Je pense qu'au point où ils en sont, ils devraient assumer une primaire sauvage. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une certaine manière ? La plus ouverte possible. Non, mais pas institutionnalisée. Dire, écoutez, vous voulez faire campagne, et puis à un moment, on tranchera dans le vif. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? La réalité, c'est qu'en l'état, personne n'est capable d'avoir une idée du champ politique. L'effet papillon qui peut partir d'Éric Zemmour. Éric Zemmour fragilise-t-il plus Marine Le Pen ou fragilise-t-il plus un candidat LR éventuel ? Éric Zemmour ouvre-t-il d'un seul coup un espace à une droite qui n'y croyait plus vraiment et qui se résignait, ou une partie de la droite qui se résignait à Emmanuel Macron ? Parce que justement, il risque de faire chuter et d'empêcher Marine Le Pen d'être au second tour. Ça, justement, l'art politique, il est là, c'est d'essayer de se projeter et d'anticiper. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors, on a essayé, je vais demander à Marion Viguereux de nous rejoindre sur ce plateau, de sonder, de poser la question aux parlementaires. Bonsoir Marion. Bonsoir Thomas. Bienvenue. Voilà, est-ce qu'ils choisissent Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou Michel Barnier ? On est resté sur les 3 principaux favoris. Alors effectivement, nous avons profité du séminaire Les Républicains qui était organisé ce matin au Sénat avec les députés et les sénateurs pour glaner quelques informations. Et à ce jour, sans surprise, sur les 6 candidats en lice, 3 se démarquent chez les parlementaires, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Mais de quel soutien bénéficie-t-il exactement ? Des 3 candidats, Michel Barnier, c'est celui qui s'est déclaré le plus tard, c'était le 26 août. Et pour son équipe, il est en train justement de rattraper son retard sur ses 2 concurrents directs. Aujourd'hui, il est soutenu par 31 sénateurs et 26 députés. Valérie Pécresse. C'est ça. Et bien, selon ses proches soutiens, la présidente de la région Île-de-France est suivie par une 50aine de parlementaires de droite répartis de la façon suivante, une 20aine de députés et une 30aine de sénateurs. 5 sénateurs ont d'ailleurs été désignés hier orateurs de Valérie Pécresse pour aller porter sa bonne parole un peu partout en France. Et Xavier Bertrand, c'est un cas qui divise un peu plus. Oui, puisque certains parlementaires disent vouloir un candidat qui respecte les règles. Et Xavier Bertrand, qui n'est plus encarté chez les Républicains et qui ne veut pas se soumettre à une primaire, pose problème. Mais selon les décomptes datant de début septembre, il a les soutiens d'une 50aine de parlementaires, 26 députés, 26 sénateurs. On le voit donc pour chacun des candidats, le volume de soutien est globalement identique. Il reste en tout cas une petite centaine de parlementaires à être encore indécis. Certains attendent les orientations qui sont prises ce week-end lors du Congrès pour se positionner. Et c'est peut-être Christian Jacob qui résume le mieux l'ambiance actuelle. Hier, le président du parti
parti a déclaré, je cite, « S'il y avait un candidat naturel, on n'aurait pas besoin de toutes ces procédures, ce serait déjà réglé. » Et effectivement, du côté du Parlement, aucun candidat ne tue le match. Et on a pu entendre aujourd'hui des petites phrases comme « Aucun ne me fait rêver ». Aucun ne me fait rêver. Effectivement, ça serait plus simple. Et ça, merci Marion, à tout à l'heure. On vous retrouve pour notre second débat consacré aux 40 ans du TGV. Aucun ne me fait rêver. Effectivement, vous l'avez dit les uns et les autres dans votre analyse. Moi, ce que je retiens quand même, c'est est-ce que vous diriez ça, Jean-Sébastien Ferjou, une mini percée Barnier? C'est ce qu'on ressent aussi dans le sondage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est aussi chez les parlementaires. Et donc aussi chez les sympathisants, c'est ce que vous disiez. De toute façon, il y a les sympathisants et après il y a la droite d'en haut en quelque sorte, donc ce que souhaite le parti. Je pense que le parti, en tout cas un certain nombre de dirigeants du parti, n'ont pas une passion débordante à l'idée, on l'a bien vu, d'organiser par exemple une primaire qui légitimerait une candidature qui venait de l'extérieur du parti, qu'elle soit celle de Xavier Bertrand, alors il ne veut pas y aller, ou celle de Valérie Pécresse. On a un Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, à mon sens, c'est celui qui est le plus proche du centre de gravité de l'électorat de droite. Après, il a un problème de crédibilité personnelle, il a su en tirer les conclusions. Ça n'est pas parce qu'il s'est mis en retrait. D'ailleurs, il remonte assez fortement dans les enquêtes de popularité auprès de l'électorat de droite depuis cette mise en retrait, qu'il va accepter n'importe qui comme candidat. Parce que vous imaginez bien que pour lui, il peut se dire facilement, c'est perdu pour 2022, mais il y a 2027, donc autant éviter que quelqu'un vienne me piquer le mistigris. Et sa rancune pour Xavier Bertrand est étonnante. Quand vous regardez tout ça mis bout à bout, vous voyez quand même, et la remontée très rapide de Michel Barnier sur le nombre de parlementaires, quand même en creux, le parti est, à mon sens, en train d'imaginer une hypothèse. Michel Barnier, qui, par ailleurs, est en train d'essayer de récupérer le positionnement filloniste. Oui. Ça, il le dit, je le fait en sourdine, y compris en récupérant des équipes de François Fillon. Je voulais répondre à Jean-Sébastien Ferjou. C'est vrai que dans notre enquête, il y a des éléments qui corroborent ce que vous dites. Il est distancé sur le critère de la bonne opinion, mais c'est celui, si je mets Philippe Juvin de côté qui est très peu connu, c'est celui entre Valérie Pécresse et Bertrand qui a le plus petit nombre de mauvaises opinions. Et si je rebondis sur ce qui vient d'être dit, aucun ne fait rêver, ça pourrait être lui, comme il a le plus petit nombre de mauvaises opinions, qui serait le plus petit dénominateur commun. Deuxièmement, c'est le seul qui arrive à devancer Xavier Bertrand sur une dimension qui est, il est capable de bien représenter la France à l'étranger. La stature présidentielle dans une campagne, même dans une pré-campagne, même dans une primaire, compte énormément. Et puis, il y a les bénéfices de son absence du champ politique pendant quelques années. Oui, il est en retrait car il a plus de chemin à faire pour reconstruire un lien avec les Français, mais c'est celui qui arrive quasiment en tête, il est à un point de Xavier Bertrand sur il est capable de bien gérer une crise. Et qu'est-ce que c'est que ce quinquennat ? C'est un enchaînement jamais vu de crise. Donc il est certes distancé par Bertrand et Pécresse, mais c'est peut-être lui qui connaît cette amorce de dynamique. Et puis je suis assez intéressé de voir que entre les trois, c'est très très équilibré sur les parlementaires. En 2016, il y avait un candidat qui était distancé dans les enquêtes d'opinion, mais qui avait beaucoup de parlementaires, c'était François Fillon. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Sur Michel Barnier, Pascal Perrineau. En effet, Michel Barnier, je le disais d'entrée, existe avec les deux qui pour l'instant mais sont candidats depuis plus longtemps. Il existe sur la dimension internationale, il existe aussi sur la capacité à incarner les valeurs de la droite et du centre. Et sur un positionnement de récupération d'une partie de l'électorat Fillon, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Le sondage ne permet pas d'aller là. Pour l'instant, on a des données tout de même qui montrent comment les électeurs qui avaient voté François Fillon voteraient aujourd'hui parmi les candidats. On s'aperçoit que celui qui capte le mieux l'électorat, ça reste Xavier Bertrand. D'accord. Ensuite, Valérie Pécresse et ensuite Michel Barnier. Mais là, le jeu s'est subitement resserré puisque le jeu, c'est maintenant une affaire interne au parti. Et dans les partis, je ne crois pas qu'il s'agisse de rêver. On dit aucun ne fait rêver. Bon, on rêve assez peu dans les partis, peut-être pas assez d'ailleurs, justement. Donc, c'est le seul tout de même qui, parmi les grands candidats, a la carte du parti. C'est quelqu'un qui est dans l'organisation depuis l'âge de 16 ans. Il est rentré en politique extrêmement tôt. Et il n'a pas cette image que l'on entend de temps en temps dans les couloirs, les traîtres. Ah, les traîtres, c'est ceux qui ont quitté le navire RPR ou le navire des Républicains. Donc, oui, c'est un homme qui est certainement au centre de gravité du parti, sachant que
quand on écoute les différentes sensibilités du parti, si vous voulez, les LR, c'est bien que ça soit au pluriel. Parce que, voilà, c'est un parti beaucoup plus pluriel qu'on veut bien le croire. Et quand on regarde Christian Jacob, voilà, il cherche à fédérer des sensibilités qui vont de Julien Aubert à des sensibilités qui sont des sensibilités en fait beaucoup plus centristes, en passant, j'appellerais ça plutôt, un canal historique de sensibilité gaulienne, sur lequel Michel Barnier a véritablement un impact. Et dernier point sur Michel Barnier, comment dire, la fonction présidentielle, c'est de l'incarnation. Et c'est important de faire président. Et il physiquement. Voilà, il fait président. Voilà. C'est un argument, ça aussi. En fait, je vais un tout petit peu modérer l'enthousiasme. Peut-être trop lisse, trop techno, on peut plateau. dire ça aussi. On dit souvent ça aussi de Michel Barnier. Oui, mais ce n'est pas là-dessus que, voilà, sur des critères qui sont classiques. Non, je vais modérer l'enthousiasme parce qu'il me semble qu'il bénéficie d'une prime un peu paradoxale. C'est la prime de, justement, l'inconnu. C'est-à-dire que très peu de personnes ont une mauvaise opinion de lui parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est-à-dire qu'il est le moins exposé pour l'instant des trois. Donc, il bénéficie d'un doute, pourquoi pas, et effectivement de raisonnements qui se fondent sur la stature, sur son apparence, sur le fait qu'on a vaguement compris qu'il avait joué un rôle dans le Brexit. Vous voyez, mais pour l'instant, il ne s'est pas vraiment mis face aux Français, chose que Valérie Pécresse va engager tout de suite parce qu'elle va jouer les sondages. Elle, c'est très clair, sa stratégie de communication est en place. Elle va jouer les médias et les sondages. Donc, elle va jouer l'opinion publique, qui est peut-être une stratégie intéressante, il me semble, pour 2022. Jean-Sébastien Ferjou. Je suis d'accord avec Laetitia Krupa. Probablement, Michel Barnier bénéficie du fait qu'il est moins clivant, tout simplement parce qu'il s'est moins avancé. Quoi qu'il a quand même marqué très fortement les esprits avec sa proposition d'un moratoire sur l'immigration et très surprenant venant de lui, sa proposition sur la modification de la hiérarchie du droit européen, finalement, en disant on va modifier la Constitution pour ne plus dépendre sur les sujets dont on considérait qu'il y aurait vraiment la souveraineté exclusive française du droit européen. Ça, c'est dans la ligne de ce rapprochement avec Wauquiez dont vous parliez tout à l'heure, en tout cas sur les idées. Je pense qu'il est en train de jouer. Quand je vous parlais de l'électorat Fillon, c'était pas des électeurs fillonistes, c'était plus de récupérer une partie des réseaux Fillon. Et ce qui est certain, c'est que vous ne gagnez jamais quand vous n'avez que votre cœur d'électorat. Ça, c'est la configuration, finalement, dernières européennes, Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy. Mais pris dans l'autre sens, vous ne gagnez jamais contre ni sans votre cœur d'électorat. Et ce qu'évoquait Pascal Perrineau sur les traîtres, alors qui est un qualificatif qu'on peut ne pas partager, enfin bref, en ce qui concerne Xavier Bertrand comme Valérie Pécresse, mais le cœur de l'électorat, il l'a vécu comme ça. Et puis il y a quand même le sujet de la sincérité. Alors vous allez me dire, tout devient relatif, puisque Michel Barnier lui-même, qui était très pro-européen, finit par adopter un point de vue presque souverainiste. Mais enfin, on se souvient quand même, et Laurent Wauquiez l'a souligné l'été dernier, que comment se fait-il que des gens qui ont claqué la porte du parti en ayant des haut-le-cœur sur la droitisation fassent assaut de droitisation aujourd'hui? Que s'est-il passé entre 2017, alors Xavier Bertrand répond là-dessus. Xavier Bertrand, lui, répond sur le choix du second tour. Exactement. Voilà, et Xavier Bertrand a été beaucoup plus constant dans sa posture sur la sécurité. Valérie Pécresse, je pense qu'elle pourra beaucoup se présenter auprès de l'opinion publique. Le cœur de l'électorat de droite, il considérera que malgré tout, elle a claqué la porte et qu'elle a trahi. On va écouter Christian Jacob qui réagit finalement au sondage qu'il a commandé. C'était hier, juste après le bureau politique du parti LR. Quand on les interroge, quelle est la procédure selon vous la meilleure? Ce qui vient en tête très largement, c'est le Congrès à 60%, ce qui correspond de toute façon à un choix de notre électorat de droite qui aime l'ordre et qui ne veut pas de division. Parce que division nous ont amenés depuis 10 ans à être dans l'opposition et on l'a bien vu au moment des régionales. Il y a une envie de gagner dans notre électorat qui est très forte. Est-ce que quand même le temps, la question de la temporalité, on dit le titre de notre débat, c'est le feuilleton sans fin, Pascal Perrineau. Ça, c'est quand même une pierre dans le jardin de Christian Jacob, de ne pas avoir réussi à faire émerger un candidat plus tôt. Alors, tout est relatif, parce que vous savez, quand vous reprenez le moment où la droite a choisi ses candidats, en général, c'est en novembre. C'était le cas pour Chirac, c'était le cas pour Sarkozy, c'était le cas pour Fillon.
Vous voyez, hein, donc, on a tendance parfois, vous voyez, à reconstruire. Mais la grande différence... Il y avait peut-être moins d'inconnus pour Chirac ou pour Sarkozy. Voilà. Quand même. Mais vous voyez, c'était même la dernière fois, voilà, c'est le 24 novembre, je crois, que François Fillon est choisi. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne, parce que la droite se serait quelque peu épuisée. Mais la grande différence, c'est que les règles du jeu était clair. Le peuple de droite et du centre savait avec quelle modalité il allait choisir. Le problème, c'est que là, on est fin septembre et ils ne savent toujours pas. Ils vont savoir bientôt. Et on voit, c'est tout à fait ça, on voit dans nos enquêtes une véritable fébrilité. J'avais noté un verbatim récent. Un électeur de droite nous dit, en septembre 2016, tout était clair, on votait au mois de novembre, on votait pour le futur vainqueur de l'élection présidentielle. C'était ça aussi le commentaire médiatique, compte tenu de l'affaiblissement de François Hollande et l'incapacité de Marine Le Pen à avoir transformé l'essai des élections régionales. Là, on est en septembre 2021, il y a cette fébrilité. Quel chemin dans un contexte où vous en parliez tout à l'heure, Jean-Sébastien, il y a ce trublion Zemmour qui arrive à avoir une sorte de socle électoral hybride où il arrive à prendre de l'électorat de droite traditionnel, âgé, qui est fatigué du déclin du pays et qui se reconnaît dans l'auteur du suicide français, le côté Cassandre. Alors, est-ce qu'on vote pour Cassandre? Ça n'arrive pas souvent, mais en tout cas, il y a cet attrait-là. Et puis, il prend aussi du côté de l'électorat RN traditionnel qui est sûr, celui-là, cette partie, que Marine Le Pen, comme dit de manière un peu triviale Éric Zemmour, est nulle et qu'elle ne pourra pas gagner l'élection présidentielle. Donc il y a aussi cette hybridité, elle s'inscrit dans un contexte et un écosystème de droite. D'un côté, le pays est complètement droitisé, jamais autant de Français ne se sont positionnés à droite. De l'autre, il y a ce chemin qui n'est pas encore dessiné. Alors, Christian Jacob dit au bureau politique, dimanche, ça sera fait. Il faut, je pense, l'espérer. Alors sur l'hypothèse, Zemmour, le Figaro affirmait qu'il envisageait de participer à la primaire. Information de la rédaction de Public Sénat que je vous livre à l'instant. Il y a dans la modification des statuts LR qui sera soumise au vote des militants samedi, cette phrase, je vous la lis. Une instance de contrôle nommée par le bureau politique sur proposition du président du mouvement sera chargée de la validation du corps électoral, de la recevabilité des candidatures au regard notamment de leur compatibilité aux valeurs de la droite et du centre et de la sincérité des résultats. Est-ce que ça peut être une arme anti-Zemmour aux primaires, ça, Jean-Sébastien Ferjou? Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il peut y avoir de la fébrilité. L'électorat de droite peut effectivement être assez mécontent, parce que le grand paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de demandes de droite quasiment sur les dernières élections présidentielles, et jamais la droite ou ce parti, les Républicains, qui reste quand même le parti de gouvernement, n'a été aussi peu capable d'y répondre. Mais bien sûr qu'ils vont essayer de faire en sorte d'éviter Éric Zemmour, mais à l'arrivée, les électeurs, je pense qu'ils le ressentent un peu, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, au point ils en sont, tout aussi bien, ils pourraient risquer une primaire sauvage. Mais quand je vous dis une primaire sauvage, c'est pas institutionnel, c'est-à-dire écoutez, vous voulez être candidat, soyez candidat, que le meilleur l'emporte, et puis on verra bien en janvier, en février. En revanche, on ne vous pardonnerait pas celui qui ne se retirait pas et qui nous ferait perdre. Parce que ça leur va si jamais ils organisaient une primaire, mais je n'y crois pas une seconde, ça va leur coûter beaucoup d'argent pour finalement pas grand-chose, parce que encore une fois, justement, ça n'est pas départagé. Et pris dans l'autre sens, ce type de choses-là, ça suggère quoi? Ça suggère que de toute façon, c'est du tripatouillage et que de toute façon, la tête du parti est en train de plus ou moins agir pour favoriser le candidat qui l'arrange. Même l'enquête peut être perçue comme ça. Je vous dis pas qu'elle a été faite de cette manière-là, mais elle peut être perçue comme ça, vue de l'extérieur par un certain nombre d'électeurs. Et donc, je vous dis, bizarrement, puisqu'ils n'ont pas été capables avec la direction du parti, ils n'ont rien fait pendant le quinquennat d'avant, ils ne se sont pas reconstruits. Ils ne se sont pas reconstruits pendant celui-là non plus, autant qu'ils assument. Et finalement, dans la logique d'une primaire à l'américaine, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir d'un point de vue institutionnel. On n'a pas besoin de représenter l'Alsace pour éviter qu'elle soit noyée par le poids démographique de l'Île-de-France. En revanche, dans une primaire américaine, vous jouez le calendrier. C'est-à-dire que vous jouez la consolidation, la cristallisation des candidatures jusqu'à 2 mois avant l'élection. Ouais. Est-ce que cette instance de contrôle, les détails à retrouver d'ailleurs sur le site publicsénat.fr, est-ce que Laetitia, c'est pas aussi une sorte d'aveu de faiblesse de se dire on se donne les moyens des petites digues. On se donne les moyens de ne surtout avec pas du sable mouillé sur la plage. Avoir Éric Zemmour qui rentre dans le jeu. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. En plus, je ne sais pas si tous les Français vont comprendre effectivement à quoi va servir. Encore une fois, c'est toujours la même question. Enfin, c'est-à-dire que soyons transparents. Je pense qu'il faut se positionner de façon ferme, oui ou non, à l'ouverture de cette primaire à Éric Zemmour. Et on y gagnera, le débat public y gagnera. Il me semble quand même il y a une question qui reste quand même au terme de ce débat. Et si le candidat de la droite était Emmanuel Macron? Oui, c'est une vraie question. Voilà. En fait, il s'écharpe depuis des mois et des mois.
Et si le candidat de la droite, c'était Emmanuel Macron? Alors, c'est vrai, on réalise une enquête la semaine dernière pour Sud Radio. On voit qu'une question toute simple, est-ce que chacune de ces personnalités suivantes incarne bien ou mal la droite? Il arrive en 3e position, derrière Xavier Bertrand, derrière Valérie Pécresse, alors auprès de l'ensemble des Français. À droite, il n'est un peu plus là, mais il a un socle extrêmement net, et puis ça se construit d'un récit. Il a fait les réformes que le peuple de droite avait rêvé de faire. Il fait aussi président, il incarne l'ordre et la sécurité, même s'il est faible sur cette dimension-là. Il y a quand même un problème. Dans son équation électorale, il incarne aussi moins, mais il incarne une partie de la gauche. Et le peuple de droite ne peut pas accepter de quelqu'un qui soit peut-être, de ce point de vue-là, en même temps. Mais il arrive à capter. Mais il peut faire un autre calcul, le peuple de droite. Alors après, consciemment ou inconsciemment, parce que parfois on a des raisonnements, nous, on découpe, on fait, enfin bref, de l'autopsie en quelque sorte des raisonnements, alors que les gens le font à l'instinct. Ils sont encore morts quand même. Mais il peut se dire, finalement, Emmanuel Macron, c'est quand même pas Anne Hidalgo, c'est pas non plus comme quand on devait choisir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Donc, à la limite, on pourrait vivre avec Emmanuel Macron. Si c'est pour désigner un nouveau Chiracien qui, de toute façon, fait semblant d'être hyper à droite pendant la campagne et puis qu'on n'a rien derrière, est-ce que c'est prendre un si grand risque que ça de rester avec Emmanuel Macron et de miser sur une vraie reconstruction de la droite pour le coup d'après? Parce que voter pour un Chiracien, entre guillemets, je vous parle de la perception que les gens peuvent en avoir, qui nous fasse rien et qui nous fout dans l'opposition pour 15 ans, on a déjà essayé. Y compris avec Allez, on va prendre 3 minutes de plus dans ce débat pour parler quand même de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui pour l'instant n'a pas choisi. Il était à Calais hier sur les terres de Xavier Bertrand. Il lui a dit son amitié. Bon, on peut parler de service minimum. Est-ce qu'il peut choisir de ne pas choisir, Pascal Perrineau, Nicolas Sarkozy? Écoutez, ce qu'il a dit à Calais est tout de même, certes, c'est un peu le service minimum, c'est un peu plus, un petit peu plus, le service minimum. Hein, c'est un peu plus que le service minimum. En effet, il aimerait bien pouvoir contribuer au retour des siens et de la droite au pouvoir, même si les liens avec l'actuel président sont loin d'être des liens. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un peu plus que le service minimum? Je ne sais pas. Vous savez, Sarkozy, parfois, il fait un service qui est en dessous du minimum. Avec les siens. Et là, étant donné les relations qui ne sont pas des relations intimes avec Bertrand, je trouve que il a fait un peu plus que le service minimum et il a envoyé à celui qui se dégage tout de même comme étant aujourd'hui le seul candidat de droite capable de récupérer une majorité de l'électorat Fillon. Vous savez, il n'y en a qu'un aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand, de récupérer la majorité de l'électorat Fillon. Tous les autres en récupèrent moins de 50%. Mais pour gagner et pour passer au second tour, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut récupérer ceux qui, en effet, aujourd'hui, choisissent encore Macron, mais peuvent avoir un doute sur Emmanuel Macron. Le ralliement, comme l'a dit Frédéric, c'est fait sur des thématiques économiques, mais sur le régalien. Si vous voulez, Emmanuel Macron n'est pas le candidat de ces droitos-macronistes. Sur le régalien, il y a toujours un doute. Il fait des efforts, le président, mais il y a toujours un doute. Et puis, il y a les 15% à peu près de cet électorat Fillon qui, aujourd'hui, sont vers Marine Le Pen. Donc, j'allais dire, on est au début du travail de reconquête. Mais il y en a qui partent avec un socle, qui est un socle majoritaire. Il y en a un, Xavier Bertrand. Les autres sont tout de même plus loin dans la construction de ce travail de reconquête qui va être un combat redoutable. Allez, un mot de conclusion, Frédéric Dabi. L'enquête, c'est l'IFOP qui l'a sorti. Le rôle de Nicolas Sarkozy, je reste sur ce thème de fin. Comment vous l'imaginez? C'est une statue du commandeur à droite, dans le peuple de droite, qui a quand même acté son retrait de la vie politique. Il a été battu en 2012, il a été battu par son propre peuple, si je puis dire, en 2016. C'est quelque chose qui marque. C'est vrai que ce qu'il a dit à Xavier Bertrand, c'était fort. Un bon ministre, ok. Il dit quand même un des rares qu'il a soutenu quand il a été en difficulté. Et quand on sait qu'il y a des Sarkozy, je ne donnerai pas de nom, qui sont peu bienveillants vis-à-vis de Xavier Bertrand, c'est un petit peu contrebalancé. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut être une sorte de faiseur de roi à droite, mais il ne faut pas oublier... De roi ou de reine ? De roi ou de reine, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'auprès de l'ensemble des Français, il y a aussi un côté qui peut être repoussoir à l'égard de Nicolas Sarkozy et une présidentielle. C'est son camp au premier tour et élargir au second. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.